La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir, expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado Ensemble demain. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on retourne dans le grand thème de l'économie que j'avais effleuré dans les premiers épisodes, en dehors de toute posture d'experte, mais plus en lien avec le ressenti face à la croissance infinie dans un monde qui est clairement aux limites fini. Et puis, il y a le ensemble dans le balado. Et puis, au travers cette démarche-là du ensemble, puis d'explorer différentes pistes, en fait, différentes avenues, j'ai eu envie qu'on plonge dans une forme d'économie qui aspire à valoriser justement le lien, la coopération, l'engagement collectif, le ensemble. Et pour ça, ben, j'ai comme la joie de recevoir Martin Saint-Denis, qui est, pour moi, en tout cas dans ma façon de le percevoir, un humain engagé, un économiste engagé, qui œuvre en fait au sein d'une coopérative de travail et puis qui, en même temps, est très engagé justement dans le milieu et dans les aspirations, les luttes de l'économie sociale et solidaire. La coop Interface, une coopérative en fait justement qui accompagne les structures collectives avec cette visée d'être un levier pour leur mise en place, leur soutien, que ce soit au travers de l'accompagnement, de la formation, du soutien dans le tangible comme dans l'intangible. Alors, j'arrive avec un Martin qui pour moi n'est pas seulement un expert dans son domaine, mais une forme de défenseur des valeurs humaines et collaboratives qui viennent avec son parcours personnel, professionnel. Donc, on va partir de l'intime dans cet épisode pour comprendre les influences, les expériences qui ont façonné l'engagement de Martin. Et on va plonger dans les fondements de l'économie, de comment il le définit, de qu'est-ce que c'est l'économie sociale et solidaire, de la forme coopérative, ça ressemble à quoi? Donc, de l'intime au collectif, de l'intangible au tangible. Et j'espère que cette conversation va nourrir vos réflexions autant dans vos communautés que plus personnellement. Alors, ben, vous le savez, d'abord, j'aime que les personnes puissent se présenter. Alors, Martin, bienvenue dans mon monde. Et puis, je te laisse te présenter, toi, au-delà de ma présentation, dans l'intime de qui tu es, dans tes valeurs, dans tes principes, dans ce qui fonde la personne que tu es dans ton parcours. Merci Sophia d'abord. Wow, quelle présentation géniale. Bonjour tout le monde. Moi c'est Martin Saint-Denis. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je travaille soit en étudiant le mouvement d'économie sociale, soit en y contribuant de façon plus directe, autant en termes d'engagement personnel, mais aussi dans ma vie professionnelle. Donc, ma démarche liée à ce modèle économique est d'abord rationnelle, curieusement, ça vient vraiment de mes études au niveau universitaire où j'ai choisi d'aller étudier en économie parce que je trouvais que c'était tellement beau les formules mathématiques qui expliquaient la vie
Et comme tout jeune de le début vingtaine, j'étais facilement impressionné par des magnifiques puzzles qui nous permettent de partir d'un constat de base, des hypothèses de base et arriver à une explication de la réalité. Puis en parallèle de ces études économiques-là, qui étaient très classiques, qui venaient vraiment d'une ambition très normale pour un étudiant d'économie qui pourrait aller travailler pour des banques, pour des grandes entreprises. J'ai trouvé un emploi à la chaire de recherche en économie sociale de l'UQAM, qui cherchait un étudiant en économie. Je suis rentré là sans savoir ce qu'était l'économie sociale, mais j'ai fait la rencontre de Marie Bouchard, une chercheuse de calibre international sur les questions d'évaluation des entreprises d'économie sociale. Et j'ai appris un peu sur le tas qu'est-ce qu'était une entreprise d'économie sociale, qu'est-ce qu'étaient les valeurs sous-jacentes à ça, et je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas du tout au modèle économique que j'entendais en classe. Euh, Mhm. en- euh, Dans le fond, la théorie économique néoclassique repose sur quelques hypothèses de base, dont une très importante qui est l'entreprise maximise ses profits. Mhm. Si vous étudiez en économie, si vous faites un cours d'économie, vous allez entendre cette phrase-là ad vitam aeternam. Et je me suis rendu compte qu'il y a un monde complet d'entreprises, d'organismes qui opèrent en ayant la viabilité économique comme une contrainte pour survivre, mais que ce n'est pas ça du tout qu'ils maximisent. Ils maximisent le bien-être de leurs usagers, ils maximisent les volumes de denrées à redistribuer, ils maximisent la qualité de service dans des zones où on n'en a pas. Euh, et ça, pour moi, c'était une révélation de dire, OK, on apprend des super puzzles, mais qui reposent finalement sur un échafaud plutôt faible Mhm. dans, dans la théorie néoclassique. Et oui, il y a des entreprises qui ont le modèle d'affaires de maximiser leurs profits. Puis la réflexion, puis la critique, et quand je dis que ça vient du rationnel, mon dévouement à l'économie sociale, c'est que la réflexion que j'ai eue après ça, c'est à quel coût les entreprises maximisent leurs profits. Ouais. Et quand on se rend compte de tous les effets que ça peut avoir sur la société, sur l'environnement, sur nos relations humaines, sur la façon dont on traite des besoins de base comme le logement, l'alimentation, l'accès à l'eau, l'accès à la nature, on se rend compte que il y a des enjeux importants à cette, ce réflexe-là d'avoir des entreprises qui maximisent leurs profits et qu'il y a une alternative qui existe, qui est l'entreprise d'économie sociale. Mhm. Quelle est la distinction fondamentale entre une entreprise d'économie sociale et une entreprise à capital action, disons? C'est la provenance du pouvoir. Une entreprise à capital action, les décisions se prennent en fonction du capital investi dans l'entreprise. Plus qu'on a d'actions, plus qu'on a de pouvoir. Dans une entreprise d'économie sociale, que ce soit un organisme à but non lucratif ou une coopérative, le pouvoir est déterminé par le fait de lever la main en assemblée générale. Donc, une, euh, une voix, une personne, et c'est vraiment l'humain qui décide de façon démocratique. Tout le monde est au même pied d'égalité. Et le capital, dans ce modèle-là, devient un outil et non pas une fin d'accumulation pour le bien-être d'un actionnaire quelconque. Donc ça m'a beaucoup parlé. Ça remettait en question plein de principes sur lesquels euh, je- j'ai- j'étudiais où on essayait dans le fond de m'encarquer, ce qui m'a amené quelques discussions un peu houleuses avec mes professeurs à cette époque. Et ça m'a aussi amené à m'impliquer dans des projets d'économie sociale, comme l'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants, qui a été une école d'implication citoyenne pour moi, où j'ai fait la rencontre de plein de jeunes
qui étaient issus de milieux comme l'urbanisme, comme l'architecture, et qui voulaient offrir une alternative au modèle des résidences étudiantes, qui est une entreprise d'économie sociale en développement immobilier abordable, où j'ai appris énormément. Donc, ça, c'est un peu l'histoire de mon entrée dans ce monde-là qui était au départ principalement rationnel. Je pense qu'il y a très peu de gens, ou je ne sais pas à quel point il y a très peu de gens, mais je pense que la majorité des gens, c'est pas nécessairement une démarche rationnelle qui les a amenés vers l'économie sociale, Ouais. mais ça l'a ouvert vers tout le reste, en fait. Donc, voilà, c'est un peu l'histoire de mon entrée dans ce milieu-là. Merci Martin, c'est intéressant effectivement la perspective que tu amènes de c'est souvent on va partir du fait qu'on ressent quelque chose ou tu sais on a le goût de je sais pas, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur puis qui fait qu'on s'en va dans cette direction-là, mais toi c'est parti vraiment de toute autre chose, de quelque chose de très tangible, de très palpable, de très rationnel. Fait que je trouve ça intéressant de voir, à quel point on part pas tous des mêmes endroits, mais que ça peut nous amener comme à converger vers les mêmes univers au final, puis ça ajoute comme, une hétérogénéité aussi à comme ce qui se passe. Puis là, tu parlais de justement, tu as étudié en économie, l'économie, la maximisation des profits et cetera. Est-ce que, tu peux justement m'amener peut-être un peu dans l'histoire de l'économie, dans qu'est-ce que c'est, dans les différents principes qui l'encadrent? Donc l'économie, comme finalement tu la rejettes en quelque sorte. Puis tu sais, en fait et puis je sais pas du tout si c'est juste ce que je dis, mais, hem on on a souvent dit que l'économie, à la base, avait été créée pour répondre à des besoins, finalement, de prendre soin d'un habitat commun. Et puis là, tu parles d'une perspective où l'économie, comme on l'enseigne, c'est, dans l'idée de maximiser les profits. Alors, qu'est-ce que l'économie dans ce qu'elle est aujourd'hui? Mais est-ce qu'elle a été différente, en fait? Est-ce que l'économie, dans sa définition, a été différente au travers le temps? Est-ce que tu peux nous amener là-dedans, Mhm. si tu le sais, si tu Oui, le oui, je peux vous amener là-dedans. Puis, précision, je ne rejette pas l'économie, je rejette le courant néolibéral, oui, 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 belle qui est nuance. un courant. Donc, l'économie en tant que telle, c'est une science sociale. Mmh. C'est la science, dans le fond, qui combine un peu la science des choix. OK. Et la science, qui amène aussi le choix et les gestions des ressources qui sont liées. Donc, quand on a des ressources, qu'est-ce qu'on fait avec ces ressources-là? Ben, on émet des choix. Donc, la forêt, on la préserve parce qu'elle a des retombées non monétaires, mais qui ont une valeur quand même pour la société, ou on la coupe, qui a une valeur économique en termes de pâte et papier, de matériaux de construction, peu importe. Euh, donc, c'est à la base, l'économie, c'est une science qui utilise différents outils. Euh, il y a des outils de l'ordre euh, de plus en plus mathématiques, en fait, et c'est très américain comme façon de voir la science économique. En Amérique du Nord, lorsqu'on parle de sciences économiques, on parle de modèles mathématiques, de modèles statistiques, de théorèmes, et on va vers des outils de maximisation, d'optimisation des ressources, etc. Et c'est beaucoup ce qui est enseigné dans les départements d'économie en Amérique du Nord. Lorsqu'on regarde l'Europe, et si on remonte dans le temps un peu, en fait, l'économie découle de la philosophie. Elle est beaucoup plus liée d'ailleurs aux politiques et à la science politique en Europe qu'on va le retrouver en Amérique du Nord. Et à ce niveau-là, l'économie devient un courant philosophique quasiment là, à ce niveau-là qui parle toujours de choix, parle toujours de gestion des ressources, mais va le faire dans une perspective plus morale. Et il y a, il y a pas une méthode qui est nécessairement plus juste que l'autre. C'est vraiment des approches qui sont différentes et qui peuvent converger vers des conclusions qui sont similaires. Mais ça amène différents courants en économie. Il y a eu des courants, bon, historiquement,
où on voulait plus d'État, moins d'État. Il y a des courants où on pensait que les cycles économiques permettaient d'épurer l'économie des entreprises sous-performantes et tout ça. Mais on était tout le temps dans une logique d'efficacité et d'efficience. Mhm. Et ce qui manque beaucoup dans la réflexion économique, c'est de prendre en considération l'équité et l'égalité entre les personnes. Un modèle économique qui fonctionne, c'est un modèle économique où les ressources sont utilisées de façon efficace et efficiente. Présentement, dans les courants qui sont présentés, on prend assez peu en considération les effets sur les inégalités. Euh, Là où l'économie sociale amène quelque chose de vraiment intéressant à l'économie et les sciences de la gestion aussi, c'est un peu la double nature des propriétaires de l'entreprise. Mhm. Dans une entreprise classique, l'actionnaire est propriétaire, il, euh, il est détenteur des moyens de production, il embauche du personnel, il maximise son profit. Ouais. Dans une entreprise d'économie sociale, une coopérative de travail, par exemple, le propriétaire est aussi le travailleur. Si on maximise ses profits, on veut payer les salaires les moins élevés possibles pour avoir le plus de profit possible à la fin de l'année. Dans une coopérative de travail, si on diminue les salaires au maximum, puis que tu es aussi le propriétaire de l'entreprise, ben, tu ne sers pas tes intérêts. Mhm. Donc, l'intérêt du travailleur se retrouve aussi à être l'intérêt du propriétaire de l'entreprise, ce qui fait en sorte que la dynamique interne des maximisations et des optimisations et des intérêts et des choix qui vont être faits sont complètement différents. De la même façon, dans un organisme à but non lucratif où les membres sont les usagers des services, peut-être qu'on va offrir plus de services, même si c'est moins rentable pour l'entreprise, parce que les besoins sont ressentis par la population. Et c'est Mhm. ce qui est décidé par les usagers, et c'est ce que les usagers souhaitent obtenir comme résultat. Si une direction d'organisme à but non lucratif décidait de ne pas aller dans cette direction-là, elle pourrait se faire en fait remplacer par les membres et par le conseil d'administration élu par ces membres-là pour aller dans une direction qui va plus dans leurs intérêts. Donc, ce double rôle-là des propriétaires des entreprises d'économie sociale qui sont à la fois propriétaires et travailleurs, propriétaires et usagers, propriétaires et fournisseurs dans le cas des coopératives de producteurs, amène une dynamique économique complètement différente. Les choix ne sont pas effectués de la même façon du tout. Les ressources ne sont pas utilisées de la même façon. Et c'est là qu'on sort complètement de l'idée d'accumulation du profit, l'accumulation du capital à tout prix. On est dans une logique de servir les intérêts de nos travailleurs ou de nos usagers ou de nos fournisseurs avant tout. C'est ce qu'on maximise dans une entreprise d'économie sociale. Ce n'est plus la maximisation du profit. Ouais, la posture change complètement finalement et elle Mhm. change de par la façon dont c'est organisé, dont c'est structuré même à l'interne qui fait qu'on le veut pour soi et pour les autres au final, ça vient servir les 2 côtés, c'est ce double rôle-là et Oui. justement là, tu sais, tu as parlé de l'économie avec ce qui est là actuellement, puis tu sais, tu disais, c'est finalement, on mesure des choses très, très concrètes, c'est vraiment dans le calcul, on parle de profit, on parle de capital, hem, mais justement, est-ce que ce qui manque, puis ce qui fait la différence avec l'économie sociale et solidaire, c'est un peu ce qu'on mesure au travers les initiatives qu'on porte? Tu sais, on parle beaucoup du PIB qui va aller exclure justement tout ce qui est bénévole, toutes les initiatives bénévoles, par exemple, toutes les Mhm. formes de contribution qui ne vont pas ramener de tangible. Est-ce qu'il y a là aussi une différence en ce sens dans les mesures de performance, entre guillemets, qui sont considérées? Ben, évidemment, le PIB est dans la poursuite de cette réflexion-là. Le PIB, c'est quoi? C'est l'évaluation de la richesse. Lorsqu'on parle de
PIB. Le PIB d'un pays, c'est l'accumulation de la richesse de ce pays-là en termes monétaires. Donc, ça comprend pas effectivement le bénévolat, ça comprend pas non plus les ressources naturelles non exploitées. Mhm. Un arbre ne vaut rien dans le PIB tant qu'il n'est pas coupé, il n'est pas vendu. Ouais. Et quand on parle de croissance du PIB, ben, c'est la croissance de cette accumulation de richesse-là. Donc, clairement, le PIB est est l'indicateur découlant de ce courant économique-là, néolibéral, et à la base du capitalisme, hein, le capitalisme, le capital, Ouais. l'accumulation du capital, donc l'accumulation d'un PIB le plus élevé possible, c'est directement en lien. Donc, lorsqu'on prend en considération des intérêts autres, le PIB peut être une mesure intéressante parmi tant d'autres. Quand on Mhm. parle de redistribution de la richesse, on parle quand même de richesse. Donc, Ouais. il faut un élément de redistribution. Donc, il y a tout plein d'indicateurs qui sont aussi associés à la redistribution ou à la concentration de la richesse. Quand on parle de préservation de la nature, ben, il y a un élément économique très important derrière de ça. En fait, il y a tout un courant dans la science économique, néolibérale aussi, qui utilise les principes du marché. Il y a des façons d'évaluer les services que nous donnent des ressources non monétaires. Il y a tout un courant de pensée, il y a tout un courant de théorie et de techniques qui existent pour dire la forêt a une valeur, les paysages ont une valeur, Mhm. euh, mais elle n'est pas monétaire. Donc, ces questions-là d'indicateurs et de mesures, en économie sociale, dans le monde bénévole, il y a une phrase qui revient souvent, c'est euh, ce qu'on mesure n'a pas de valeur, puis ce qui a de la valeur, on n'est pas capable de le mesurer. On Ouais. n'est pas capable de mesurer les vraies valeurs humaines, ça se mesure pas. Mm. Il y a pas un thermomètre qui permet de le faire. Euh, alors on va mesurer quoi? On va mesurer des heures de travail, on va mesurer des ventes, mais au final, est-ce que ça contribue vraiment au bien-être des gens? Le bien-être ne se mesure pas en soi encore. On n'a pas encore trouvé l'électrochoc dans le cerveau qu'on est capable de mesurer à grande échelle pour savoir si une population est plus heureuse que l'autre. Non. Et pourtant, c'est ce qu'on essaie de faire avec toutes les mesures, toutes les statistiques qu'on amène, mais qui viennent pas voir ce qui n'est pas mesurable et ressentir ce qui devrait peut-être être changé, Mhm. transformé pour amener quelque chose de plus profond qui va dans ces valeurs justement qu'on peut pas mesurer, qu'on peut pas pas rationaliser, mais qu'on ne peut pas calculer finalement. Puis Mhm. là, est-ce que justement, tu as parlé de l'économie, tu nous as ramené dans le PIB, puis dans ces indicateurs. Est-ce que tu te sens confortable à partager d'où c'est parti l'économie sociale dans, tu sais, dans les sociétés d'avant? En fait, ça a Oui. commencé où? Et puis, comment ça a Ça- évolué? C'est vraiment curieux. L'économie sociale est vraiment issue de besoins de base des gens, hein. Si on remonte dans l'histoire, là, les premières initiatives qu'on peut considérer d'être l'économie sociale, il y a eu ça sort directement là, de l'ère industrielle au Royaume-Uni où il y a une usine en particulier où un propriétaire d'usine qui a hérité de l'usine de son père, je crois, a décidé d'établir un modèle de gestion plus démocratique. Et à l'époque, ça l'avait fait vraiment là, les manchettes, alors qu'aujourd'hui, ben, c'est des modèles qui, même aujourd'hui, on va trouver ça un peu hiérarchique par rapport à d'autres modèles qui existent aujourd'hui. Mais on essayait déjà d'assouplir, dans certains cas très anecdotiques, la distance entre les propriétaires de capital et les travailleurs. Si on remonte en Amérique du Nord, lorsqu'on parle
d'initiatives plus organisées d'économie sociale, on va trouver les premières mutuelles d'assurance. OK? Mmh. À cette époque-là, il y avait pas vraiment d'encadrement juridique au niveau de ces mutuelles-là. C'était vraiment des familles qui se mettaient ensemble et qui contribuaient à une épargne collective et qui disaient: «Si un de nous, le support, économique de la famille a une maladie, il meurt, il est empêché de travailler, on a un fonds pour, se préserver, entre nous». Ce qui était à la base des premières mutuelles d'assurance qui sont venues plus tard, mais qui sont établis sur ces principes-là. C'est des gens, c'est des familles qui disent, bon, ben, on va se donner une épargne collective Mmh. et le jour où il y a un malheur qui arrive, on ne se retrouve pas devant rien, on ne se retrouve pas dans la rue, on a une épargne collective. Et les mutuelles d'assurance font partie du modèle d'économie sociale parce que c'est sous ce principe-là qu'ils sont gérés. Et en théorie, vous êtes membre d'une mutuelle d'assurance, vous êtes sous les mêmes principes démocratiques de gestion où vous pouvez aller à votre assemblée générale annuelle et où vous pouvez avoir une voix et part à la décision. Ouais. Contrairement aux compagnies d'assurance, où là, c'est des investisseurs qui construisent un fonds et qui font du profit sur le risque que les acheteurs de leur police d'assurance tombent malades ou pas, OK, Mmh. ou qui ont des accidents ou pas. Qui est un modèle d'affaires complètement différent qui est basé sur le capital. Ouais. Donc ça, c'est les premières histoires d'économie sociale vont venir de là. Il y a eu aussi des sociétés horticoles qui sont issues de l'économie sociale, qui étaient des organismes à but non lucratif, et là, je ne suis pas 100% sûr de la mission qu'ils se donnaient. Je crois que c'était en lien avec les agriculteurs pour mettre en commun les semences, puis se donner, dans le fond, des outils là, pour commencer leur semis au printemps et tout ça. Donc, échanger là, des semences et des trucs et équipements. Plus tard, on a vu apparaître au milieu des années 20 et 30 les premières coopératives agricoles qui étaient en réaction à la menace américaine au Québec. OK, donc, ce qu'on voyait à cette époque-là, c'est qu'il y avait des compagnies américaines qui achetaient le grain et le lait des producteurs québécois, les transformaient, les revendaient au Québec beaucoup plus cher, avec leurs Mmh. moyens de production avec lesquels ils arrivaient. Donc, c'était soutenu et par l'Église et par les syndicats d'agriculteurs. On a commencé à mettre sur pied des coopératives pour construire des beuneries pour le grain et éventuellement des sites de transformation pour le lait, pour soit le pasteuriser ou le transformer en fromage. Donc, ça a donné naissance à la Coop fédérée et à AgroPur dans ces années-là. Au niveau financier, ben, il y a Desjardins que tout le monde connaît, qui a vu le jour autour de 1900 et qui était, encore une fois, soutenu par l'Église et qui voulait donner les moyens d'avoir accès au crédit en milieu rural au Québec, auprès notamment des agriculteurs qui avaient besoin de se financer pour différentes raisons. Euh, J'ai juste une petite question en passant parce que tu as parlé justement de d'où est-ce que c'est parti ici, puis AgroPure, tout ça, mais à quel moment c'est devenu finalement ce modèle-là d'économie est devenu en termes de forme juridique officielle? Les gens pouvaient créer justement des organismes à but non lucratif, des coopératives, des... Ouais, les premières coopératives avaient été fondées sur des lois spécifiques. Donc, AgroPur et la Coop fédérée, il y a des lois qui ont été votées par Québec pour créer la Coop fédérée et AgroPur et Desjardins, je crois que c'est la même chose aussi. Euh, Plus tard, ce qu'on a vu, en fait, c'est venu dans des versions du Code civil, je crois, un peu plus tard. Et ce qu'on a vu quand il a commencé à avoir beaucoup d'OBNL qui ont été créés, qu'il y a plus de coopératives qui ont été créées, c'est autour des années 70. OK.
Ça vient aussi avec la Révolution tranquille. Un des éléments qui a beaucoup contribué à l'essor de l'économie sociale, mais surtout l'économie solidaire, qu'on appelle le communautaire au Québec, vient du retrait de l'Église dans les services publics. Ouais. Avant les années 70, au Québec, l'Église, les sœurs offraient l'orphelinat, et offraient le soutien alimentaire aux plus démunis, offraient un toit aux itinérants, etc., etc., etc. Ce qu'on Donc a ça vu, amenait une forme de solidarité dans la société que l'Église finalement, oui, étant écartée, c'était. ne fait plus. Puis, puis si on regarde au niveau du monde anglo-saxon, hein, l'économie sociale et solidaire, c'est une réalité qui est très latine. On va la Mmh. retrouver au Québec, en France, en Belgique, en Espagne, en Italie. Mais lorsque vous allez voir aux États-Unis, lorsque vous allez voir dans l'ouest du Canada, lorsque vous allez voir au Royaume-Uni, on parle beaucoup moins d'économie sociale. On va en parler souvent dans les universités. Très peu d'entreprises d'économie sociale vont se réclamer d'économie sociale. On va trouver des social enterprises qui ne sont pas des entreprises d'économie sociale, qui sont des entreprises à capital action avec une mission sociale. Mmh. Donc, tous les principes de démocratie en arrière et tout ça, ça n'existe pas là-bas. Ouais. Mais dans dans les pays plus latins, la place de l'Église dans les services publics, ben, ou du moins au Québec, c'est ce qu'on a vécu. Elle s'est retirée à un certain moment donné. Et là, on a vu apparaître des communautés qui prennent en charge le vide qui a été laissé par les communautés religieuses. Donc, on commence à voir que les itinérants n'ont plus de place où se loger. Ben, il y a des gens de bonne intention qui ont décidé d'offrir des abris et de l'hébergement à ces gens-là. Et ça a pris évidemment des investissements de l'État pour soutenir ces initiatives-là. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Il y a eu des luttes communautaires pour avoir cette reconnaissance-là. Et l'économie sociale moderne, elle existe depuis environ 1996, lorsqu'il y a eu un sommet sur l'économie et l'emploi, où on avait des gros problèmes de chômage, où les femmes ont marché de Montréal à Québec pour faire reconnaître leurs droits. On n'avait pas à cette époque-là de services de garde abordables. On n'avait pas à cette époque-là d'aide à domicile où c'était des initiatives naissantes qui restaient à se faire reconnaître. Donc, ce qui s'est passé en 1996, c'est qu'il y a eu une feuille de route qui a été mise sur pied où on a fait la création des CPE, où on a reconnu les entreprises d'insertion, où on a donné un programme pour les entreprises d'aide à domicile, les entreprises d'économie sociale d'aide à domicile. Et ça a créé les conditions favorables à ce qu'un écosystème s'organise autour de l'économie sociale, ce qui était la première fois Mmh. où c'est arrivé. C'est en 96 qu'on a vécu ça au Québec. Bah, c'est vécu Euh, longtemps finalement? c'est assez récent, c'est assez récent. D'ailleurs, j'en profite pour dire que l'année prochaine, devrait avoir un deuxième sommet sur l'économie sociale pour faire la poursuite là-dedans, parce qu'en 96, il y a plusieurs d'entre nous qui n'y étaient pas. Donc là, il y a cette volonté de vouloir renouveler et de lancer plus loin là, ce mouvement-là avec un nouveau sommet. En 96, c'était vraiment l'organisation de l'écosystème. On a vu l'apparition du chantier de l'économie sociale, qui est l'espèce d'organisme fédérateur de l'économie sociale. On a vu mettre sur pied des capacités financières avec des produits adaptés à la réalité des entreprises d'économie sociale, puisque ils ont une particularité. Une entreprise d'économie sociale ne se démarre pas de la même façon qu'une autre entreprise et ça prend des produits financiers qui sont adaptés. Et là, on a vu une panoplie de produits financiers depuis 1996 se mettre sur pied pour ça. Et ça a contribué au modèle québécois, au fait que ben, on a des services de proximité, on a euh, beaucoup de solidarité et d'implication et qui est très soutenu par l'État. Tu sais, hein. Beaucoup de gens vont dire au Québec, on est plus taxé, on est plus imposé qu'ailleurs, mais c'est aussi les services puis Mmh. les initiatives autour qui permettent d'être
de perdurer puis d'offrir des services au quotidien aux citoyens. Puis on les voit plus, ça. Quand on amène notre enfant au CPE ou dans une garderie subventionnée aujourd'hui, bon, c'est pas un modèle d'économie sociale, mais ça reste supporté par l'État et inspiré des CPE. On est très content de pouvoir le faire, puis qu'on est très content que aujourd'hui les femmes puissent avoir accès au marché de l'emploi, alors qu'avant elles devaient rester à la maison parce qu'il n'y avait pas d'alternative. S'il n'y avait pas de famille proche, s'il n'y avait pas les grands-parents, avoir des enfants était le synonyme de la fin de la carrière d'une femme. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Est-ce que tu veux dire que dans cette forme d'économie-là, ça a amené du même fait une libération des femmes puis de leurs droits? Oui, tout à fait. Pour les CPE, c'est clairement un effet, et c'est étudié, là. Il y a des économistes très néoclassique qui arrive à ces conclusions-là. Pierre Fortin, Luc Godbout ont fait des études sur les retombées des CPE sur la productivité économique et l'accès aux femmes au marché du travail et la création de richesse. Là, on retombe dans ces vieux paradigmes-là, mais Mmh. c'est les indicateurs qu'ils utilisent et clairement, il y a des effets positifs. Donc, oui, tu sais, là-dessus, c'est sûr. Puis là, on parle des CPE comme un exemple, mais c'est vrai aussi pour les entreprises d'économie sociale en aide à domicile qui permet aux personnes âgées de rester plus longtemps chez eux, Ouais. d'avoir des fins de vie de plus en plus confortables. C'est vrai aussi pour les coopératives funéraires. Avant, à une certaine époque, il y a des familles qui ne pouvaient pas honorer les membres de la famille qui étaient décédés de façon souhaitable parce qu'il n'y avait pas les moyens de le faire. Maintenant, les coopératives funéraires offrent des options abordables, avoir des cérémonies dignes, même pour les familles qui ont peu de revenus. Et puis, il y a plein d'exemples de cette nature-là. Et ça, c'est des services à la population comme tel. Donc, ça, c'est vraiment le modèle économie sociale où on a l'usager au centre d'intérêt. Mais il y a eu une nouvelle vague aussi d'économie sociale qu'on a vu apparaître au courant des années 2000, où en fait, c'est des travailleurs qui ont décidé de changer de paradigme de travail. Mmh. Et là, on a vu apparaître des coopératives de travail. C'est des gens qui disent, je veux être en contrôle des moyens de production que j'utilise, je veux être en contrôle de mon travail, je veux pas que les objectifs qu'on me donne soit ceux d'un propriétaire qui veut maximiser son profit. Je Mmh. veux participer à ces décisions-là. Je veux participer aussi à obtenir la richesse économique à laquelle je crée à travers des ristournes, à travers des meilleures conditions de travail. Et ça, c'est plus récent, mais c'est de plus en plus en vogue. Et ça aussi, ça l'a brassé plein de structures. Je pense notamment aux ordres professionnels. Jusqu'à récemment, les ordres professionnels, notamment en architecture, ne permettaient pas des formes juridiques autres que des entreprises à propriétaires comme Capital Action, tout ça, parce qu'il fallait que l'entreprise soit détenue par des architectes. Mais on a vu apparaître dans les dernières années deux coopératives de travail en architecture qui ont fait en sorte que l'ordre a dû revoir ses statuts pour permettre ces façons de faire-là. Faire bouger des ordres professionnels, c'est pas facile, hein. Non, mais Euh, en fait, il y a quelque chose qui se passe dans le concret. Des personnes luttent contre ouais. quelque chose, mettent dans le concret d'autres alternatives et du même fait, il y a des lois qui se Mhm. transforment, des statuts qui sont en quelque sorte poussés à évoluer pour s'adapter aux nouvelles réalités. Je trouve ça intéressant, Oui, cette oui, contribution, en fait. oui, puis là, tu sais, ça dépasse le cadre économique, là, ça touche le Mhm. cadre légal et juridique et réglementaire de dire, bon, ben, il y a des modèles économiques émergents, il faut les prendre en considération, puis non seulement il faut les prendre en considération, mais il y a peut-être quelque chose à pousser de ce côté-là. Euh, et de plus en plus, on commence à rentrer dans des écoles de gestion. Tu sais, moi, quand j'étais étudiant, l'économie sociale, on en parlait dans les programmes en sciences sociales où on avait peut-être des gens qui s'en allaient en sociologie ou en animation culturelle.
aujourd'hui, de plus en plus, les programmes de gestion ont des cours qui sont dédiés aux entreprises collectives. Il y a même des programmes destinés aux entreprises collectives. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on a ça au Québec. Mhm. Avant, on voulait aller étudier en gestion. Il y a un modèle économique qu'on présentait. Ouais, ouais. Donc, ça reste un enjeu pour les entreprises d'économie sociale. Tu sais, des gestionnaires qui ont étudié en gestion, qui sont gestionnaires d'une entreprise d'économie sociale, toute proportion gardée, c'est assez peu fréquent. On va avoir souvent des personnes de terrain qui deviennent gestionnaires et puis là, ben, ça prend beaucoup d'accompagnement. Ça reste une entreprise à gérer. Donc, il y a beaucoup d'éléments ou d'écarts qui restent à combler de ce côté-là. Ça fait partie des enjeux contemporains là, des entreprises d'économie sociale. Et là, mettons que justement, et merci déjà de nous entraîner là-dedans, j'apprends tellement. Si tu avais à définir justement les valeurs phares de l'économie sociale et solidaire, tu sais, Ouais, tu les as nommées sans les nommer, mais si tu avais à définir les grandes valeurs qui mènent finalement ce mouvement-là, ça serait quoi? ouais. C'est très, très bien normé, en fait. Ces valeurs-là, c'est des grands principes qui sont dans la loi qui encadre l'économie sociale qui a été adoptée en 2013. Il y a deux premiers principes qui vont de soi, hein. Économie sociale, il y a la viabilité économique. On doit rechercher la viabilité économique à travers nos processus d'économie sociale. Et il doit y avoir une retombée sociale des activités de l'entreprise. Donc ça, c'est la base. Après, il y a des grands principes sous-jacents à l'économie sociale qui Interrompre sont... 2 secondes, je m'excuse. Ouais, Est-ce qu'on peut aller encore plus décortiquer? Puis les retombées sociales, ça serait quoi, par exemple? Puis là, les, je retom- les gens puissent les, tout re- comprendre les Les retombées sociales sont liées aux missions sociales des entreprises. Donc, qu'est-ce que ça peut être une retombée sociale? Ça peut être de lutter contre pour la sécurité alimentaire. Ça peut être d'offrir des espaces d'accès à la nature, par exemple. Il y a d'entreprises d'économie sociale récréo-touristiques où on va gérer des sentiers, où on va gérer des installations pour avoir accès à la nature, où on va louer de l'équipement sportif, mais tout dans une perspective où les ventes qui vont être faites associées à ces locations-là permettent de préserver la forêt sur les territoires. Ça peut être d'offrir du logement abordable. Ça peut être de donner de l'emploi à des gens éloignés du milieu du travail. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de missions sociales à travers l'économie sociale. J'ai parlé tout à l'heure de l'aide à domicile, donc le maintien des personnes âgées à domicile plutôt que d'être institutionnalisées. Euh, il y a vraiment une panoplie de missions sociales qu'on va retrouver à travers le Québec, certaines vraiment innovantes, qui répondent vraiment à des besoins, des fois très, très, très localisés, d'autres fois à la grandeur de la province. Donc, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. ouais, OK, merci. Donc, ça, c'est au niveau de la rentabilité sociale. Après, il y a des grands principes qui sont un peu ce qui définit l'économie sociale. Au-delà de ces deux principes-là, parce qu'on peut avoir une entreprise classique qui décide de dire, bon, ben, on va recycler des bouteilles de plastique et notre retombée sociale, c'est de diminuer les, 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 euh, les déchets plastiques. Donc, on est une entreprise d'économie sociale. Pas tout à fait. Il y a des principes basés sur la gestion démocratique des entreprises. Donc, ce qu'on entend par gestion démocratique, c'est un peu ce que je parlais tout à l'heure. Oui. Ce n'est pas le capital qui décide, c'est les personnes. Donc, l'organe décisionnel suprême d'une entreprise d'économie sociale est son assemblée générale annuelle, où les membres vont prendre des décisions ensemble, de façon démocratique, une personne, une voix, et c'est vraiment un principe de base de l'économie sociale. Un autre principe de base, c'est l'autonomie face à l'État. Les entreprises d'économie sociale ne sont pas des entreprises publiques. Mmh. OK? Hydro-Québec, les hôpitaux, la SAQ ne seront jamais des entreprises d'économie sociale, à moins de devenir des coopératives ou des OBNL non contrôlées par l'État. Et c'est important pour justement la double nature des propriétaires d'entreprise. Donc, si les membres dirigeants,
l'organe de contrôle de mon entreprise est l'État, ben, ce n'est pas les usagers, ce n'est pas les travailleurs et ce n'est pas les fournisseurs, c'est un autre organisme. Donc le double rôle de nos propriétaires est pas assouvi si on n'est pas dans ce principe-là. Donc c'est pas le Heu, capital, puis c'est pas l'État. c'est pas le capital, puis c'est pas l'État. L'autre principe, sous-jacent aussi, c'est qu'il y a une distribution, interdite ou limitée des excédents. Ce qu'on entend par là, c'est qu'une entreprise d'économie sociale, elle peut faire des bénéfices, peut faire des profits. On n'appelle pas ça nécessairement des profits, mais on peut avoir une viabilité économique forte, générer des excédents. Hem, Qu'est-ce qu'on fait avec ces excédents-là? OK. Heu, pour les organismes à but non lucratif, il y a une interdiction claire de les redistribuer auprès des membres. Donc un organisme à but non lucratif, lorsqu'elle fait des excédents, elle doit les réinvestir dans sa mission, OK? Mmh. Ça contribue au fait que les OBNL ne maximisent pas leurs profits. S'ils maximisent leurs profits, ben, ils les réinvestissent dans leur donc c'est ce qu'ils maximisent, c'est leur mission sociale, donc de se réinvestir tout le temps dans leur mission Ouais, sociale. ça circule finalement, oui. Tout à fait. Pour les coopératives, la redistribution, elle est limitée. Ce qu'on entend par limité, c'est que, comparativement à une entreprise par action normale, on va verser des dividendes aux actionnaires selon le nombre d'actions que tu as. Mmh. Au niveau d'une coopérative, c'est limité à l'activité que tu as avec la coopérative. Donc si c'est une coopérative de travail, les ristournes vont être, redistribuées en fonction du nombre d'heures de travail que tu vas avoir fait avec ta coopérative de travail. Si tu es consommateur, la ristourne va être, faite en fonction du volume d'achat que tu vas avoir fait avec ta coopérative. Souvent d'ailleurs, même les coopératives de consommateurs, la ristourne, elle est directement dans le prix d'achat. Donc si on a un prix membre, on a un prix non membre. Donc on est OK. dans, par exemple, dans une coopérative scolaire, le prix membre intègre la ristourne dans le prix. Tu comprends? Mmh. Tandis que, ben, pour une coopérative de travailleurs, par exemple, un peu comme la coopérative dans laquelle je travaille, ben, on travaille toute l'année. À la fin de l'année, on fait nos résultats, on a des excédents, mais on regarde, les membres de la coopérative, qui a contribué à quelle hauteur et on prend cette cagnotte-là et on se la distribue entre nous, pas en fonction des investissements qu'on a fait au début Ouais, de ouais. la création de la coopérative, mais en fonction des heures qu'on a travaillé dans la coopérative. Et ça, c'est vraiment très différent de, par exemple, une firme de conseil standard qui va dire, bon, ben, je suis associé, on est peut-être 2 associés, mais tout le surplus accumulé fait par nos travailleurs, par nos salariés, on le prend à la fin et on se le divise entre 2 ou 3 associés qui détiennent l'ensemble de l'entreprise. Oui, puis on Hem, n'est pas dans l'équité à ce moment-ci, dans on l'égalité. n'est pas dans l'équité, on est dans, des processus d'affaires, de capitalisme. Hem, c'est les principaux principes, j'ai l'impression que j'en oublie un, mais c'est, généralement, ça va être sur ces principes-là qu'on va, s'entendre, qu'une entreprise d'économie sociale. Au niveau du Québec, c'est reconnu que les entreprises d'économie sociale doivent avoir aussi certains statuts juridiques, précis, c'est-à-dire être soit une mutuelle, une coopérative ou un organisme à but non lucratif. Ce qui fait, en sorte que si, disons, on avait une entreprise, société par action, qui avait toutes les meilleures valeurs du monde, qui est tout ça, elle ne serait pas reconnue comme une entreprise d'économie sociale au point de vue du Québec. Au Mmh. niveau fédéral, par contre, ils ont développé un vocable qui s'appelle les organismes à vocation sociale, qui inclut tout organisme et entreprise qui a une mission sociale très forte. Mmh. Donc, il y a une distinction quand même au niveau, fédéral et provincial là-dessus. Mais si on parle d'économie sociale comme telle, ça exclut toute entreprise là, capital action. Puis, justement, tu parles des différentes formes, on connaît peut-être un peu plus l'OBNL, la mutuelle aussi parce qu'on voit à quoi ça réfère. Est-ce que tu peux nous amener plus dans la forme finalement de votre coopérative à vous? Qu'est-ce que c'est une justement, qu'est-ce que
qu'est-ce que c'est une forme coopérative? Comment ça se distingue des autres? Je pense que tu en as parlé pas mal. Puis c'est quoi les différentes façons d'être en forme coopérative? Tu sais, il y a la coopérative de travail, il y a la coopérative de solidarité. Qu'est-ce qui existe en fait en ce sens? Tu peux nous amener Il y dans a, ce... il y a la coopérative, c'est un des modèles les plus, un peu plus réglementés que les OBNL, dans le sens, il y a vraiment certains modèles de coopérative qui sont prévus dans la loi. Euh, les principaux auxquels on va penser, c'est la coopérative de consommateurs où les membres sont les consommateurs. OK. En fait, les principales distinctions entre les différents types de coopératives et la nature des membres. Donc, Mhm, une coopérative de consommateurs, c'est les membres qui sont consommateurs. Une coopérative de producteurs, donc les producteurs, c'est qui? C'est les fournisseurs de la coopérative. Donc, c'est les fournisseurs qui deviennent les membres. La coopérative de travail, c'est les travailleurs. Il existe aussi les coopératives de travailleurs actionnaires. Les coopératives de travailleurs actionnaires, c'est un modèle un peu hybride où on pourrait avoir, disons, une entreprise par action classique, mais les travailleurs se rassemblent ensemble pour avoir une part des actions de cette entreprise-là. OK? Donc, ça permet, il n'existe pas tant de d'entreprises dans cette nature-là, quoique ça existe quand même. Euh, et il y a des débats à savoir à quel point c'est des entreprises d'économie sociale. Mais il y a ce modèle-là qui existe, qui est souvent utilisé comme outil dans des entreprises qui vont avoir des défis financiers puis qui veulent avoir un apport des travailleurs en termes de capital. Et là, ça permet des fois à certaines entreprises de survivre. Euh, et finalement, on a, là, j'ai parlé consommateurs, producteurs, travailleurs, travailleurs actionnaires, et il y a la coopérative de solidarité. mhm. La coopérative de solidarité, c'est une coopérative un peu hybride de tout ça. Donc, une coopérative de solidarité va généralement avoir comme membre une part de travailleurs, une part d'usagers. C'est généralement ce qu'on voit. Et il y a des règles là, en termes de composition du conseil d'administration pour ce type de coopérative-là. On va trouver des coopératives de solidarité de plus en plus. En fait, c'est plus récent, les coopératives de solidarité, mais ça a été très, très, très populaire là, depuis quelques années. On va en trouver beaucoup en habitation, par exemple. Mhm. On va en trouver beaucoup dans des secteurs qui vont essayer de répondre plus à des enjeux sociaux. Euh, Par exemple, j'ai accompagné récemment une coopérative pour, qui veut mettre en marché des biens des producteurs agricoles locaux, mais on veut aussi que les consommateurs soient membres. Donc là, on a et des producteurs et des consommateurs qui sont membres, mais aussi les travailleurs de la coop qui vont pouvoir avoir un siège au conseil d'administration. Donc, c'est un modèle de coopérative un peu plus hybride. Tu sais, tout à l'heure, je parlais, les propriétaires ont un double rôle. Dans le cas des coopératives de solidarité, ben, les propriétaires ont un triple puis un quadruple rôle là, parce qu'il y a plusieurs types euh, de membres. Donc, ça, c'est les types de coopératives. Là, si on parle de la coopérative interface pour laquelle je travaille, donc le modèle, tu as introduit en disant que c'était une coopérative de travail. En fait, c'est une coopérative de producteurs. Nous sommes travailleurs autonomes de la coopérative. Donc, on est tous fournisseurs de la coopérative de notre travail, mais on n'est pas salariés. Ah, c'est intéressant. Euh, OK. ouais, c'est un modèle qui rend l'entreprise plus agile, en fait, parce qu'un salaire est un frais fixe pour une entreprise. Donc là, nous, puisque c'est des honoraires, on est rémunéré en fonction du travail. Donc, ça donne vraiment un incitatif. Donc, c'est vraiment une coopérative d'entrepreneurs. On a un incitatif à développer nos affaires, à développer nos outils, à développer nos méthodes de travail. Ça nous permet en fait de collaborer entre entrepreneurs, en consultants, et de se donner des trucs, de se donner des contacts, de collaborer ensemble sur des mandats qui sont un peu plus costauds, de se donner des outils communs, de se donner une image aussi commune.
C'est un modèle qui est très agile, très flexible et qui incite beaucoup à la collaboration. Donc, nous, tous les vendredis matins, on a notre rencontre d'équipe où on parle de nos dossiers, on essaie de trouver des façons de bonifier nos projets. Donc, on se donne des trucs. Je vais parler d'un dossier, j'ai peut-être pas nécessairement besoin d'aide dans ce dossier-là, mais si un des autres membres de la coop lève la main en disant Hey, as-tu pensé à ça? Ben, ça vient me permettre de bonifier mon service que j'offre aux clients. Donc, ça, c'est super intéressant. Ouais, tu as un échange Euh, qui donne un reflet, en fait, vos échanges vous donnent des reflets sur les projets des uns des autres. Donc, il y a cette mise en commun. Et en même ouais. temps, c'est intéressant comme modèle, ce que tu partages. J'étais sûre que vous étiez une coopérative de travailleurs, mais de voir aussi qu'une coopérative de producteurs peut être autre chose que ce à quoi on l'associe habituellement. Je trouve ça Ouais. intéressant comme l'agilité, en fait, au travers de ce que tu partages, que ça démontre aussi. C'est Oui, maintenant, on va classer les coopératives, les types de coopératives selon tel type de façon de faire, mais que finalement, on peut comme un petit peu marier, tout peut être adaptable, en fait. Je trouve ça intéressant, ce côté agile dans... oui. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que bien qu'on soit une coopérative de producteurs, la coopérative Interface est membre du réseau coop, qui est la Fédération des coopératives de travail. Mhm. Et notre intégration au réseau coop a demandé un changement de règlement au réseau Mm. euh, parce que, en fait, on était considéré comme une coopérative en milieu de travail. On est D'accord. des collègues entre nous. Ce qu'on met en commun reste le travail. C'est le modèle de redistribution, le modèle de fonctionner qui est différent, mais ça reste une coopérative en milieu de travail. Donc, en intégrant le réseau coop, on se voyait tout à fait pertinent d'être membre, et eux aussi. On dit, ah ben parfait, faut changer nos règlements généraux, par exemple, pour vous accepter comme membre, parce que bien que vous soyez dans nos critères, c'est pas le bon modèle juridique. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, ça amène aussi beaucoup d'innovation à l'économie sociale, de justement d'utiliser ces statuts juridiques-là pour le mieux possible répondre aux intérêts des membres. Si on avait été, on a déjà été une coopérative de travail à l'époque. Puis depuis 2014, on est devenu une coopérative de producteurs, justement parce que c'était le modèle qui répondait le mieux aux intérêts de nos membres. Mhm. Euh, mais c'est ça, c'est intéressant de voir comment on est en mesure d'utiliser les différents outils juridiques pour rester dans le milieu de l'économie sociale, mais seulement changer un terme pour aller chercher notre intérêt. Et les coopératives sont peut-être moins flexibles à ce niveau-là, mais les organismes non lucratifs font vraiment une agilité pour avoir différents modèles d'affaires là, qui vont être très, très, très intéressants là, pour les intérêts des membres. Ouais, c'est super intéressant parce que c'est sûr que dans le modèle traditionnel de la société par action, puis tu sais, moi je fais partie de ce modèle-là en ce moment qui me fait froid dans le dos quand je l'expérimente. Puis tu sais, il y a ce côté-là qui devrait y avoir qu'un seul modèle, puis tu sais, on la ressent pas l'agilité, on ressent pas la mise en commun, on ressent pas comme le social qui domine, même si tu sais, on essaie de faire de notre mieux, mais je trouve ça intéressant ce que ça amène, puis tu sais, que ça amène vraiment du concret, mais pourtant. Alors là, quand on va parler justement de la place des entreprises, tu sais, on va voir que les PME ont la plus grande place en ce moment. Et c'est quoi en ce moment la proportion de coopératives, de BNL, d'entreprises en économie sociale et solidaire dans la société? Tu sais, quelle place ça prend au Québec, au Canada ou à l'échelle en fait finalement, que tu souhaites peut-être à l'échelle du monde, je ne sais pas aussi. À l'échelle du Québec, il y a un portrait statistique qui a été publié en 2019 qui est estimé à 11 200 le nombre d'entreprises d'économie sociale au Québec. Euh, Généralement, quand on parle de la place de l'économie sociale en économie, c'est des chiffres qui datent un petit peu, Mhm. euh, mais on estimait autour de 10% du PIB la place des entreprises d'économie sociale. Euh, il y a
il y a un élément important à prendre en considération, par contre, quand on utilise ces chiffres-là, parce que là, encore une fois, quand on parle de place dans le PIB, de nombre d'entreprises et tout ça, on rentre facilement dans le paradigme du capitalisme. Euh, et ce qu'on se rend compte, c'est si on décortique un petit peu les chiffres, considérant que Desjardins est considéré, la coopérative Desjardins est considérée comme une entreprise d'économie sociale, considérant que certaines grandes mutuelles d'assurance, que des grandes coopératives agricoles sont aussi considérées comme des entreprises d'économie sociale, ben, on se rend compte que la place que prennent ces grandes coopératives et mutuelles-là au niveau de notre estimation par rapport au PIB, Mhm. elle est un peu disproportionnée par rapport au reste. Ouais, 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 ouais. Généralement, les entreprises d'économie sociale sont des petites et très petites entreprises, mais il en existe aussi des très grandes et ils n'ont pas besoin d'être des coopératives financières. On va penser par exemple à Renaissance, qui a un réseau de friperies et de librairies de seconde main dans la région de Montréal et de plus en plus ailleurs que dans la région de Montréal, qui embauche des centaines de personnes et qui a des surplus qui vont dans les millions, des dizaines de millions de dollars à chaque année, qui sont réinvestis dans la mission de l'entreprise pour aller chercher plus de personnes éloignées du marché du travail. C'est une énorme entreprise. On a Axia Service, qui est une entreprise, encore une fois, en employabilité, qui va offrir des services en sécurité des bâtiments, qui vont offrir des services en entretien des bâtiments, qui offrent des services aussi en emballage et manutention pour le milieu manufacturier et qui embauche des personnes éloignées du marché du travail. Donc, c'est des énormes entreprises. Mais la majorité des entreprises, c'est des entreprises de 10, 15, même souvent moins de 10 employés. Mm. Ils ont vraiment une échelle très locale. Mm. Euh, Il y a, il y a- il y a- il y a un principe dans beaucoup d'entreprises d'économie sociale d'ancrage territorial, hein. Il y a des entreprises d'économie sociale qui visent la croissance parce que la croissance est synonyme d'augmentation de leur mission. Mais il y a beaucoup d'entreprises d'économie sociale qui n'ont aucun intérêt à croître. On va penser à certaines coopératives de travail qui gèrent des cafés, par exemple. C'est pas nécessaire d'en ouvrir un deuxième pour plusieurs d'entre elles. Des coopératives d'habitation, beaucoup de coopératives d'habitation veulent seulement offrir des loyers abordables pour leurs membres. De faire une deuxième coopérative, de faire une troisième coopérative est synonyme de prendre des risques, est synonyme d'augmenter les frais pour les membres parce qu'on a plus de prêts. Donc, pour beaucoup, la croissance n'est pas un objectif. Donc, quand on parle de la place des entreprises d'économie sociale dans le PIB, il faut aussi avoir en tête que c'est un modèle économique qui ne veut pas prendre beaucoup de place nécessairement dans le PIB pour beaucoup d'entre elles. Donc, c'est un peu le paradigme dans lequel on est, hein. Ouais. Ça, ça me fait réfléchir à plein d'affaires en même temps, là. Ça fuse dans mon cerveau en ce moment. Mais tu sais, justement, je sais pas, j'avais envie qu'on en parle, puis dans ton aisance à toi, mais un peu justement des dérives, puis de comment l'économie sociale et solidaire peut prendre sa place dans la société pour nous ramener dans une posture de citoyen, puis pour nous amener dans d'autres courants finalement, de d'autres façons de vivre la société. Et quelles sont les dérives qu'on rencontre en ce moment justement avec cette économie sociale et solidaire qui parfois se retrouve un petit peu coincée dans le carcan du capital, puis de la croissance. Est-ce qu'on peut aller là-dedans ou c'est trop... Euh, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, en fait, c'est que ça prend il y a différents éléments là-dedans. Il y a des éléments politiques d'abord. Il y a beaucoup, beaucoup de pouvoir qui est donné au niveau politique à des intérêts économiques. On est, puis on n'a pas besoin d'aller dans les théories du complot pour ça. On a juste à écouter les discours politiques lorsqu'on a des Nordvolt, lorsqu'on a des Bombardier, lorsqu'on a des grosses entreprises qui sont soutenues par l'État et qui en parlent et qui vont avoir des traitements de faveur, etc. C'est que clairement, il y a un intérêt au gouvernement et aux politiques en place à favoriser un modèle économique capitaliste pour toutes les raisons de la théorie économique néoclassique va enseigner en classe et tous les modèles qui sont sous-jacents à ça.
et qui ne sont pas suffisamment remis en question. Mmh. Donc déjà, cet élément-là est est omniprésent et c'est un élément de démocratie moderne. OK, donc à quel point on a de l'influence sur nos politiciens, sur nos gouvernements et tout. On vit dans une démocratie. En théorie, on a un certain pouvoir. Encore faut-il être bien informé et prendre des décisions en conséquence et en fonction de nos valeurs. Donc déjà, il y a cet élément-là qui est majeur. Il y a un élément en termes de à une échelle plus locale aussi, plus de très, très, très locale et micro-locale, c'est en tant que citoyen, lorsqu'il y a un besoin qui est senti, qui est vécu, c'est quoi nos réflexes? Mmh. Euh, pour plusieurs, le réflexe, c'est d'aller vers l'État. La solution doit venir de la ville, doit venir du gouvernement. On appelle nos élus, on se plaint, on va écrire des lettres ouvertes et tout ça, et c'est nécessaire de le faire dans bien des cas. Ouais. Il y a des citoyens qui vont dire, ben moi, je vais le régler le problème. Je vais plancher sur une solution, puis je vais la commercialiser. On va trouver beaucoup des ingénieurs qui vont faire ça, par exemple. Et c'est correct, ça permet l'innovation. Il y a plein de crédits d'impôt pour la recherche et développement. Encore une fois, on est dans le politique et dans les moyens mis à disposition. Et c'est ce qui est favorisé généralement dans notre économie et dans notre politique. Il y a aussi beaucoup de besoins qui sont ressentis auprès d'une communauté globalement. Et là, une réflexion à avoir, c'est comment ensemble on peut répondre à ce besoin-là. C'est ce qui a donné naissance au CPF, c'est ce qui a donné naissance aux coopératives funéraires, c'est ce qui a donné naissance à toutes les initiatives dont j'ai parlé plus tôt, mais c'est ce qui pourrait donner naissance à des nouvelles initiatives. Euh, c'est de connaître la possibilité de dire on a un besoin ensemble, comment on peut y répondre ensemble avec les moyens qu'on se donne ensemble. Et ce réflexe-là, il n'est pas si courant que ça. Il est encore émergent et ça prend de l'initiative. Ça prend de l'énergie, ça prend du risque, ça prend de l'énergie. Tu sais, moi, j'accompagne au quotidien des gens qui ont décidé de prendre cette voie-là et Mmh. c'est pas une voie facile. Lorsqu'on arrive au bout du chemin puis qu'on réussit à mettre sur pied une solution, les gens sont épuisés. Puis avec raison, parce que ça demande beaucoup d'énergie, ça repose sur les épaules de bénévoles, bien sûr, avant de pouvoir viabiliser un modèle. Donc, ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin qui donne des résultats. Tu sais, qu'on met sur pied une entreprise d'économie sociale, généralement, il y a 5 fois plus de chances qu'elle survive cette initiative-là qu'une solution issue du privé. OK? Donc, parce qu'il y a un ancrage territorial, parce qu'il y a un écosystème qui va le soutenir, parce que on s'est mis ensemble pour trouver une solution plutôt que d'aller de la perspective, la perception d'une seule personne et de pousser cette perception-là au bout jusqu'à temps qu'on se rende compte que c'était pas ça qu'on avait besoin. Euh, donc, ça crée quelque chose de plus fort. Tu sais, il y a le fameux dicton qui dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ben, c'est exactement ça, l'économie sociale. C'est on va prendre notre temps pour aller plus loin, mais on va bien faire les choses puis s'assurer de construire quelque chose de solide. Mais dans une économie où on vit à la minute, où on vit où tout est urgent et où les cycles politiques sont de 4 ans, souvent, prendre ce temps-là, ça a un coût important pour la réalisation de projets. Beaucoup de projets qui ne se réalisent pas à cause du temps que ça peut prendre. Ouais. Ouais, il y a un temps long, en fait, qui est considéré dans ce que j'entends, dans la mise en place de ce genre de format, de ce genre de justement dans l'économie sociale et solidaire. Puis, tu Ouais. sais, tu parles de il faut que des personnes développent ce réflexe-là, de se dire: «Il y a comme un besoin, on a un besoin, comment on peut se mettre ensemble pour aller finalement trouver une solution ensemble à ce besoin-là?» Et tu sais, on a parlé tantôt dans qu'est-ce que c'est l'économie sociale et solidaire, puis il y a le mot solidaire. Dans le courant actuel, puis l'économie comme elle est mise en action actuellement, ben, l'aspect solidarité est pas ce qui est valorisé. Il y a beaucoup l'aspect de Mhm. dépendance, et cetera. Donc,
je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose beaucoup, puis j'en parle aussi dans le balado, mais en termes de valeurs qu'on va valoriser, qu'est-ce qu'on valorise dans la société comme principe, comme valeur, puis la solidarité de ce que je ressens, mis à part justement dans ces mouvements-là qui vont Mhm. choisir de se rallier ensemble, puis prendre le temps d'aller en profondeur dans les choses, je ressens que la solidarité est un peu ce qu'on ne veut plus avoir, ce qui n'a plus sa place, contrairement peut-être à d'autres modèles de société, d'autres courants de société. Ben, en fait, ça découle directement de ce que je parlais plus tôt par rapport à l'économie néoclassique. Si on regarde le courant néoclassique, la façon dont ça fonctionne, c'est les entreprises maximisent leurs profits, les individus maximisent leur utilité. OK, Mm. leur utilité. L'utilité, c'est quoi? C'est leur bien-être individuel. OK? Donc, l'idée de maximiser son bien-être individuel, c'est que je prends des choix qui m'avantagent moi. Ça crée de l'individualisme. Mhm. Tu sais, l'individualisme est un effet collatéral du capitalisme ambiant. Donc, c'est très, très, très lié à dire, bon, ben, si je réussis bien dans la vie, c'est parce que je le mérite, parce que j'ai mis les efforts et parce que je suis peut-être été chanceux, peu importe, mais ça m'appartient. Et on retrouve ça beaucoup, par exemple, aux États-Unis, hein. Ça va bien parce que tu as travaillé fort, ça va mal, c'est ta faute. Au Québec, on voit déjà moins ça un peu grâce à toute cette historique-là et notre culture aussi, je crois, qui est au niveau latin, on voit moins ça aussi. Mais c'est sûr que quand on est dans une culture individualiste, il y a moins de place à la solidarité. Mhm. Euh, et on se méfie aussi un peu plus des autres, parce que si chacun a son intérêt à cœur et on croit que la personne en face de nous va faire bénéficier son intérêt avant l'intérêt des autres, ben le jour où collaborer avec cette personne-là ne fait plus son affaire, ben il va me laisser tomber puis il va aller dans son direction. Donc, c'est sûr que l'individualisme est un enjeu majeur dans la mobilisation autour de projets communs, qu'on parle d'économie sociale, qu'on parle de commun, qu'on parle de communautaire même. Parce que je tiens à mentionner, là, une petite parenthèse, quand on parle d'économie sociale et solidaire, c'est très européen comme façon de le dire. Mhm. Au Québec, on va parler d'économie sociale, Ouais. et on parle très peu d'économie sociale et solidaire. Le solidaire, la partie solidaire de l'économie sociale et solidaire, au Québec, ça représente l'action communautaire. Mhm. Oui, oui, tout à fait. C'est séparé, Et, en fait. Mhm. au Québec, c'est séparé. En France, ça l'est moins. Euh, Puis ça crée aussi toute plein de tensions politiques internes, là, cette situation-là. Ben, je ne veux pas rentrer là-dedans, il y a 1 heure et demie à parler juste de ça, là. Mais cette question-là de solidarité, oui, elle existe quand même en économie sociale, même si on l'appelle pas nécessairement économie sociale et solidaire au Québec. Puis c'est une solidarité basée justement sur les intérêts entre nous de trouver une solution commune. Euh, et il faut, c'est un ingrédient de base pour que ça fonctionne, en fait, un projet d'économie sociale. S'il n'y a pas de solidarité parmi les membres qui veulent le mettre sur pied, ça va être difficile de le faire réussir et perdurer. Tout à fait, oui, c'est un des fondements finalement. Puis tu sais, c'est le retour de ce ensemble-là, cette posture qu'on choisit de prendre en allant dans cette direction, de se dire, ben, on choisit collectivement de s'asseoir ensemble puis de se faire confiance en quelque sorte. Donc, c'est s'éloigner de cette posture individualiste qui amène ce que tu as nommé, c'est la méfiance, puis le fait de servir ses intérêts, puis ensuite de laisser tomber. Mais là, c'est vraiment une posture qui change dans la manière de voir même la vie, je dirais plus largement de voir la vie, de considérer les relations aussi autour de nous. Puis, puis là, c'est une réflexion, mais justement, dans cette posture-là, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi ou ce que tu aurais à redire là-dessus, mais dans, euh, dans une entreprise habituelle, une entreprise à capital, bon, ben, on, on n'est plus citoyen en quelque sorte. On devient comme un peu une forme de travailleur aliéné. En tout cas, c'est ce que je ressens moi de ma propre expérience.
Alors que dans l'économie sociale, ou l'économie sociale et solidaire, est-ce que tu ressens qu'on se réapproprie un rôle de citoyen justement? Donc qu'on vient marier les sphères de nos vies, tu sais? On sert nos intérêts, donc ça contribue comme à la qualité de vie. On sert des intérêts collectifs, donc ça contribue à la communauté et dans cet engagement, beh, on valorise notre rôle de citoyen puis de contributeur à la société. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, c'est une question complexe. Mmh. Je crois pas que c'est un automatisme, mais je pense que l'économie sociale a des ingrédients qui vont faire en sorte qu'il y a plus de chances que ces modèles de travail-là euh, plus facilitant apparaissent et perdurent. Euh, Tu sais, quand on parle de gestion, quand on parle de ressources humaines, justement, on parle de ressources humaines. Donc, ressources humaines. Tu sais, on est vraiment, on est une ressource qui contribue à la production d'un bien ou d'un service. Mmh. Hmm. On est un intrant. En termes économiques, on a des intrants et des extrants. On est un intrant. La force de travail, c'est un intrant. Mmh. Ça découle directement du modèle néoclassique. Dans le discours, et plus récemment, des entreprises d'économie sociale, beaucoup des entreprises d'économie sociale que j'accompagne, surtout celles de plus petite taille, on arrête d'utiliser le terme ressources humaines. Souvent, on va parler de richesse humaine. Mmh. Et seulement ce changement de mot-là vient nous dire beaucoup sur c'est quoi les valeurs qu'ils apportent aux personnes qui travaillent dans l'entreprise. Ouais. Euh, Par contre, comme je dis, ce n'est pas un automatisme. Une entreprise d'économie sociale, bien que son objectif principal n'est pas l'accumulation du profit, c'est quand même la maximisation d'une mission sociale. Et cette mission sociale-là peut être complètement déconnectée du bien-être des employés. Mmh. OK? Ce n'est pas un automatisme. Mmh. On peut avoir une mission sociale associée à la préservation de l'environnement, puis on veut maximiser, par exemple, de représentation politique, d'aménagement de territoire pour bénéficier de la forêt. On ne tient pas en compte du tout le bien-être des employés. Donc, il y a une réflexion à avoir auprès de ces entreprises-là, à savoir, bon, mais est-ce que la gestion de ressources humaines correspond à des valeurs qui pourraient dépasser ma mission sociale? Et c'est une réflexion qui ressemble en fait à n'importe quelle entreprise, finalement. Donc, non, il n'y a pas d'automatisme en termes de, de, de- d'environnement de travail, je crois, en économie sociale. Il y a des environnements de travail toxiques aussi en économie sociale, comme on en va trouver dans des entreprises privées classiques. Euh, Par contre, euh, il y a aussi des modèles d'affaires en économie sociale qu'on ne retrouve pas en entreprise classique, qui ont comme noyau, comme mission centrale le travailleur. Mmh. C'est le cas pour les coopératives de travail, c'est le cas pour certains organismes à but non lucratif qui vont favoriser l'insertion en emploi. Ces modèles-là mettent l'emploi, le bien-être de l'employé au cœur de leur mission et ça ne se retrouve pas dans les entreprises classiques. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Oui, donc il y a des ingrédients qu'on peut retrouver. C'est pas il n'y a pas d'automatisme comme tu le dis, mais ça peut contribuer à ça, tout comme ça peut quand même, il peut y avoir des dérives qui finalement restent en place, quelle que soit la façon de vivre l'économie. Puis là, je m'en vais, mais merci pour ça. Puis merci aussi de nommer qu'il y a une complexité dans la manière en fait, c'est pas juste blanc ou noir. Hmm. Puis justement, tu sais, mettons que les personnes nous écoutent aujourd'hui, puis là, ils se disent, ben, on dirait que ça m'appelle, ça me donne le goût, comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les premières étapes finalement? Quelles sont les avenues de soutien qui existent pour, justement ces entreprises-là? Puis je pense que vous, dans la coop, vous accompagnez justement les entreprises à bâtir finalement à planifier les choses pour, pouvoir peut-être accéder à du financement. Tu sais, Mhm. on commence? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une Euh,
Il y a une première question à se poser, c'est est-ce que je vais avoir une position de promoteur de projet, d'entrepreneur, ou je vais avoir une position de salarié? Dans les deux cas, il existe des super opportunités. Comme n'importe quel secteur de l'économie présentement, les entreprises d'économie sociale sont à la recherche de plein de personnel de divers background. On n'a pas besoin d'être un travailleur social pour travailler dans une entreprise d'économie sociale. On cherche des comptables, on cherche des architectes, on cherche on peut chercher du monde avec des très diplômés comme des personnes qui n'ont pas de diplôme ou qui n'ont pas de qualification, qui ont changé de carrière 4 fois. Présentement, les entreprises d'économie sociale recherchent du personnel comme n'importe quelle entreprise. Euh, Après, si on veut avoir une position plus d'entrepreneur social, d'entrepreneur d'économie sociale, ben, la première question à se poser, c'est à quel besoin je veux répondre et de quelle façon. Il va y avoir bientôt une boussole qui va sortir, qui va s'appeler un aiguilleur en termes de modèle d'affaires et qui va aider à guider les entrepreneurs qui veulent partir en affaires, savoir si les modèles d'économie sociale conviennent à leurs valeurs, conviennent à leur vision du monde. Et si c'est le cas, si on atterrit, parce que c'est pas fait nécessairement aussi pour tout le monde d'entreprendre en économie sociale, ça demande quand même euh, des, des, euh, des façons de faire en termes de collaboration, en termes d'entente. Ça prend une certaine patience euh, qui n'est pas donnée à tout le monde, mais qui est quand même relativement accessible pour beaucoup. Et, ben, on n'entreprend pas une entreprise d'économie sociale seule. Mm. Donc, c'est un des éléments assez fondamentaux d'une entreprise d'économie sociale. Souvent, on va parler de 3 personnes minimum pour partir d'une entreprise d'économie sociale. Pourquoi 3 personnes? C'est que un des principes de base de l'entreprise d'économie sociale, c'est la gestion démocratique. Très difficile d'être démocratique seul. Puis à Oui. deux, c'est une discussion entre 2 personnes, c'est pas de la démocratie. À trois, on peut commencer à avoir des débats. Donc, c'est un peu le principe de base là, d'une entreprise d'économie sociale, c'est que ça prend généralement au moins 3 personnes pour démarrer ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une des 3 personnes qui est le leader plus proéminent et qui va avoir une vision plus claire de quoi mettre sur pied, mais ça prend au moins 3 promoteurs, euh, généralement. Après la première étape, pour partir d'une entreprise d'économie sociale, selon moi, c'est de s'adresser au pôle d'économie sociale de votre région. OK? Donc, chaque région du Québec a un pôle d'économie sociale. Certaines régions en ont plus qu'un, donc je ne vais pas rentrer dans cette complexité-là. En Montérégie, vous êtes choyé, mais partout ailleurs, vous avez un pôle d'économie sociale qui peut porter différents noms. Des fois, ça va être un pôle d'entrepreneuriat collectif. Des fois, ça va être un conseil d'économie sociale. Mais ils jouent tous le même rôle et les pôles d'économie sociale ont 4 rôles qui se sont donnés là, euh, pour accomplir la mission. Il y a de valoriser l'économie sociale, il y a de soutenir les entreprises d'économie sociale, il y a de créer un environnement favorable pour les entreprises d'économie sociale, et il y a de contribuer à l'émergence de nouvelles entreprises d'économie sociale. Donc, contribuer à l'émergence des nouvelles entreprises d'économie sociale, ça veut dire créer des nouvelles entreprises d'économie sociale. Mm. Donc, ce qui est vraiment génial avec les pôles d'économie sociale, c'est qu'ils ont toute la connaissance et les outils pour vous guider dans avoir un modèle d'affaires qui a des chances de bien performer. Ils ont l'expérience d'avoir vu des entreprises qui ont démarré, qui ont fonctionné. Ils ont l'expérience d'avoir vu des entreprises qui ont essayé de démarrer et qui ont eu des embûches. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage à l'intérieur de ces pôles d'économie sociale-là qui permet à un promoteur qui veut démarrer une nouvelle entreprise d'économie sociale de diminuer beaucoup son risque parce qu'il y a une connaissance, il y a des outils, il y a des références qui peuvent être données. C'est pas nécessairement l'équivalent d'un incubateur. Là, je pense que c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais c'est vraiment un accompagnement
conseil super intéressant et chaque pôle a des programmes pour accompagner les entreprises d'économie sociale émergente. Donc, moi, ce serait la première porte à laquelle j'irais cogner si je voulais démarrer une entreprise d'économie sociale pour structurer mon idée. Ouais. OK, donc la structure de l'idée, il y a l'accompagnement des pôles ou des conseils qui sont chacun dans sa région, puis qui finalement permettent une sorte de plateforme d'échange, de création de co-création d'un modèle qui peut être viable et qui peut répondre à des réels besoins finalement. Donc ça soutient le processus d'idéation et de planification ou, En fait, d'idéation, de structuration du modèle. En fait, lorsque vous arrivez dans un pôle d'économie sociale, vous avez une idée Mmh. et vous ressortez avec un projet. Ouais. Donc, c'est vraiment ça le processus. Et souvent, moi, c'est les projets avec lesquels je travaille. Donc, une entreprise d'économie sociale en démarrage qui a passé par le processus avec les pôles, ils vont arriver à la fin, ils vont avoir un projet, ils vont être capables de se projeter dans le service qu'ils veulent offrir. Et là, moi, ben, j'arrive et je viens valider cette idée-là. Donc là, c'est là qu'on va faire les études de marché, les prévisions financières, toute la paperasse un peu cartésienne et rationnelle, où c'est pas tout le monde qui a les outils, les moyens, les connaissances pour le faire. Là, c'est souvent moi qui va, ou d'autres experts conseils comme moi qui vont les accompagner là. Et là, tu disais tantôt aussi que, qu'il y a eu un moment donné où l'État a commencé à soutenir plus amplement ces formes d'entreprise. En ce moment, est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus de financement, pas nécessairement plus, que les financements disponibles pour ce type d'entreprise sont d'ampleur significative? Oui, en économie sociale, souvent le problème, c'est pas l'argent au démarrage, c'est souvent d'avoir les idées et les personnes pour porter les projets. Mhm. Il manque énormément de porteurs de projets, surtout dans les régions à l'extérieur de Montréal. Il y a plein de besoins et il manque de porteurs. Ah, c'est Donc, fou alors. ouais, il y a vraiment des enjeux à ce niveau-là. D'ailleurs, hier, j'étais à une rencontre avec des représentants de tous les pôles d'économie sociale au Québec et c'était un sujet récurrent, c'est ça prend des porteurs de projets. Hmm. Euh, Et qu'il y a de la place, en fait. il y a beaucoup de place. Beaucoup de place. Il y a aussi du financement pour ça. C'est pas du financement pour tout, mais il y en existe. Il y a un bon écosystème d'accompagnement, un bon écosystème de financement de l'économie sociale au Québec. Euh, tu commençais ta question en demandant, l'État a voulu favoriser l'économie sociale. Oui, il y a eu des vagues. Présentement, on est dans une situation où l'État se retire un peu Hmm. du soutien à l'économie sociale, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas encore des opportunités. Il y en existe plein. Et les opportunités ne viennent pas nécessairement juste de l'État non plus. Donc, il y a des fondations qui sont en place qui accompagnent l'économie sociale. Il y a des bailleurs de fonds, il y a il y a plein d'outils puis de partenaires avec lesquels travailler. Donc, trouver du monde avec qui travailler en économie sociale, ce n'est pas vraiment un enjeu si on rentre par les bonnes portes. Donc, si on passe par un pôle d'économie sociale, vous allez avoir accès à tout cet écosystème-là. Oui. Ah, mais c'est super intéressant. C'est super intéressant de voir la différence. Et puis en même temps, c'est aussi intéressant de constater qu'il y a eu une vague qui a investi beaucoup au niveau de l'État, mais que là, il y a comme une mixité aussi maintenant et puis un retrait. Euh, Ouais, et c'est et- des balanciers politiques, en fait. Il y ouais. a certains gouvernements qui sont plus favorables, qui vont investir plus dans certains secteurs liés à l'économie sociale. Là, présentement, il y a beaucoup d'argent qui est investi présentement, par exemple, à l'aide à domicile, pour les entreprises d'économie sociale en aide à domicile. Il y a de l'argent qui est investi. En fait, pas mal tout ce qui est service aux aînés, jusqu'à récemment, au niveau de l'alimentation locale aussi, pour des circuits courts, proximité, il y avait des éléments intéressants là-dedans aussi qui sont plus ou moins renouvelés. Mais tu sais, il y a d'autres secteurs où c'est plus difficile, par exemple, tout ce qui concerne l'habitation Mm. présentement extrêmement difficile au Québec. Si on a un projet où on veut
faire, par exemple, un nouveau modèle de résidence personne aînée ou à but non lucratif ou une coopérative d'habitation. Présentement, c'est très, très difficile au Québec de faire lever ce type de projet. OK. Ouais, donc c'est pas vraiment nécessairement équitable d'un domaine à l'autre. Non, tout à fait. Puis là, ben, j'en arrive à ma question finale que je pose à tout le monde, puis ben, que tu connais. Et à quoi tu rêves, toi, Martin, pour demain, dans le tangible et dans l'intangible, donc dans le rationnel puis dans le ressenti. Dans le rationnel, je rêve à une économie plus centrée sur l'humain, des choix faits en fonction d'autres choses que nos propres intérêts pécuniaires et monétaires. Dans l'intangible, je rêve à moins d'individualité, moins d'individualisme en fait, plus de solidarité, euh, puis un respect aussi des autres plus grand, que peu importe qu'on soit travailleur, gestionnaire, ou peu importe d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait. Je crois qu'il y a un petit manque à ce côté-là qui dépasse des modèles économiques, qui va plus faire l'humain. Donc voilà. Merci, Martin. Je pense qu'on partage ce rêve. Merci beaucoup pour ton temps, Martin. J'espère que les personnes qui nous écouteront auront appris tant d'autres choses que moi, puis que ça fera germer des affaires. Puis merci encore pour ta générosité de partage, puis de temps. C'était précieux. Merci de m'avoir invité. Ça m'a fait grand plaisir de participer à ton podcast. À bientôt. À bientôt.